Oui, effectivement, nous entrons dans la dernière phase de cet hommage, et donc, dans une certaine mesure, dans les derniers moments. Je rappelle simplement, parce que nul ne peut se séparer de cette histoire personnelle qui était tellement marquante avec Jacques, que pour ma part, je me suis vraiment rapproché de lui en 1985, lorsqu'il me demanda de rentrer dans le CODIS, propulsé bien sûr par notre ami Philippe Lazare. Et nous étions en sympathie, comme beaucoup, mais au point de partir faire du ski une fois ou deux en vacances. Et il y avait un certain jeune Stéphane qui était là. Et je dois dire qu'il skiait comme un dieu. Et cette fois-là, c'est moi qui lui ai dit « Mais tu m'énerves, parce que moi je skiais comme un sabot. » Et donc, il était absolument avec une légèreté totalement inattendue, je vais dire. Mais bon, notre proximité donc grandit lorsque je fus élu au Collège de France en 98 avec son soutien. Je dois dire qu'il était prévu que je m'installe au collège et que je déménage mon labo de Pasteur au collège, à ceci près que sollicité pour prendre la direction de l'Institut Pasteur quelques mois plus tard, j'ai décliné et Jacques ne m'en voulut pas. Alors en 2012, il y a un trio qui s'est formé parce que Pierre Corvol, Jacques et moi, qui étions tous les trois rattrapés par l'âge et l'éméritat, nous avons eu droit à des bureaux qui étaient proches les uns des autres dans le sympathique, très sympathique et magnifique cimetière d'éléphants honoraires, situé justement tout en haut de ce bâtiment, sous cette terrasse absolument superbe. Et quelques années plus tard, on nous déménagea, ce qui n'était pas illogique, mais on nous conserva avec 3 bureaux adjacents, si bien que le trio Jacques, Pierre Corvol et moi resta groupé. Jacques et Pierre avaient été administrateurs du collège, moi directeur de l'Institut Pasteur, et donc avec des tempéraments assez contrastés, comme on peut l'imaginer, nous avions été d'une certaine manière, des bâtisseurs, si vous voulez, même si nos objectifs et notre manière n'étaient pas toujours les mêmes, ni parfois même compatibles en quelque sorte. Donc j'avais créé aussi l'association Résolis dont il a été question, et ça devient un sujet récurrent de conversation, de proximité dans cet espace. Les conversations étaient parfois agitées. Alors pour lui, il fallait construire Résolis de façon lente et prudente. Moi, je voyais trop large, trop loin, trop vite. Pareil, c'était trop intello, il voulait passer à l'action. Il n'avait pas toujours tort, et je module un petit peu ce qui a été dit par d'autres. Il y avait des moments de tension, mais pour moi, certains étaient calculés, je pense. Et donc, je pense qu'il n'était pas... Il savait faire monter la tension un peu haut, pas tout à fait assez haut pour que ça devienne dramatique, et suffisamment pour qu'on se quitte un peu fâché, mais pas pour longtemps. On réfléchissait, on se retrouvait, et toujours avec cette chaleur extraordinaire qui se dégageait de lui. Et toujours dans un esprit constructif, lorsque, avec le soin d'un marieur juif, si j'ose dire, il organisa ma rencontre avec Dominique Thierry pour consolider Résolis. Bref. Et lorsque arriva la crise sanitaire, et donc j'en arrive au dernier moment, un autre trio virtuel, celui-là, à cause du confinement, se forma. C'était Jacques, Carlo Ossola et moi. Jacques et Carlo, bien sûr, se connaissaient de très, très longue date et d'Aubervilliers. Juste vous dire que nous avons échangé mais des dizaines ou des centaines de mails et de coups de téléphone pendant un an. Je ne sais pas combien, une trentaine de visioconférences, Carlo, je ne sais pas, mais enfin vraiment, on se voyait sans arrêt. C'était virtuel, mais on se voyait sans arrêt. Et je me fais le porte-parole de Jacques pour exprimer ce qui était sa préoccupation et notre préoccupation commune. Sa préoccupation parce qu'il était extrêmement moteur là-dedans. Nous l'étions aussi, mais peut-être moins vigoureusement que lui. Donc rapidement, ces problèmes, c'était de plusieurs ordres. D'abord, il avait peur pour le collège.
C'est ça qu'il habitait. Il avait peur pour le collège. Il disait, mais avec ce confinement, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Mais là, il y avait bien entendu des préoccupations qui ne nous concernaient pas. Il y avait un administrateur, bien sûr, qui veillait au grain et qui veillait à la survie des cours. Mais il était vraiment préoccupé par la transmission de la culture collégiale dans le collège, en disant, mais c'est pas possible si les professeurs sont si dispersés qu'ils ne peuvent plus se parler, parce que les leçons inaugurales sont en visio, etc. Plus personne va se parler, et les professeurs actifs vont perdre le contact avec les professeurs honoraires, et la transmission historique de ce qu'est le Collège de France est un risque de se perdre un petit peu ou beaucoup. Et cela le préoccupait vraiment très, très profondément. Et comme cela a été dit d'ailleurs, il était également préoccupé du fait que le Collège de France continue d'occuper une place publique suffisante, ce qui était évidemment difficile en période de Covid, et du fait que cette place pour lui devait être profondément européenne. Et donc il avait cette conviction européenne qu'il a toujours gardée. En tout cas, donc, pour essayer d'être un peu pratique ou pragmatique, pour mobiliser la communauté du collège, nous avons rédigé un manifeste qui portait sur ces sujets, et ce fut une grande joie de Jacques de voir que ce manifeste fut signé par 75 professeurs actifs et honoraires, ce qui n'est pas rien. Jacques en était fier, et je profite pour dire qu'il en avait profité pour passer un nombre innombrable de coups de téléphone, pas seulement pour convaincre des collègues, mais également pour vérifier qu'ils n'étaient pas isolés et maintenir de la convivialité. Alors, en fait, en parallèle, Philippe Sansonetti, Philippe avait publié d'excellents, vraiment de très très beaux papiers scientifiques sur la crise sanitaire, qu'il va évoquer d'ailleurs dans une vidéo qui va suivre, puisqu'il ne peut pas être là. Et c'est Philippe qui finalement a trouvé la bonne articulation avec le collège et la motivation pour créer ce qui s'est appelé le collège Covid. Alors, le collège Covid, l'idée de Philippe Sansonetti au départ, c'était quand même très scientifique, et on y a rajouté en quelque sorte des préoccupations plus sociales et sociétales qui nous préoccupaient tous les trois, et Jacques y compris, et les préoccupations donc de mixer aussi la transversalité, de mixer les intérêts et les professeurs eux-mêmes. Voilà, je vais conclure maintenant pour dire que ce serait vraiment honorer Jacques de la plus belle manière que de garder en mémoire ses conceptions motrices, y compris celle de la dernière heure, et de retenir que son ambition pour que le collège reste une collectivité chaleureuse et humaine, une communauté active qui œuvre pour l'intérêt général et rayonne notamment en France, dans le monde francophone et en Europe. Ça, je crois, nous devons le conserver absolument. Jacques était un architecte de la réalisation de rêves. Les nouvelles idées, les nouvelles propositions tournaient sans arrêt dans sa tête. Il y avait sans arrêt des idées, on pourrait faire ça, on pourrait, etc. Mais c'était toujours orienté vers la recherche de l'intérêt général, toujours les mêmes buts, aider les autres et concrétiser des actions en actions tangibles. Aider tous ceux, toutes celles qui pouvaient en bénéficier, depuis les humbles, les faibles, les plus défavorisés, jusqu'aux riches et aux puissants. Il était épris de chaleur humaine et d'échanges humains, mais il ne cessait de chercher à les concrétiser. Il était vraiment un bâtisseur pragmatique, capable de convertir des idéaux dans des réalisations concrètes. Il était à la fois homme de vision et homme de solution. Il m'avait téléphoné de l'hôpital le dimanche 1er novembre, et le 4, il n'était plus. Au-delà de la tristesse incroyable qui s'installa chez moi, le sentiment qui domina fut l'incrédulité. Comment était-il possible que ce roc, cette boule d'énergie positive, ce concentré de sensibilité et d'humanité, ait perdu la partie contre quelques milliers de nucléotides d'un stupide virus? C'était juste impensable. Anne-Marie Thierry m'a cité une fois la parole d'un de ses proches, je ne sais pas lequel, qui m'a dit « Mais Jacques, il n'est pas mourable ». C'était extraordinaire comme phrase, je ne sais pas qui l'a prononcé.
Mais voilà, l'incrédulité, en quelque sorte, m'habite toujours, mais avec elle, sa présence, sa chaleur et ses idéaux. Merci, Philippe. J'ajouterai juste un mot. Lorsqu'il y a à peu près 1 an et demi, le collège a été fermé. Du jour au lendemain, fermé. On était tous dispersés, donc on ne se voyait plus. Et Glo s'est mis à téléphoner à tout le monde. J'ai été très saisie de ça. Il n'avait pas l'habitude de téléphoner à tout le monde. Il m'a téléphoné, il m'a dit, puis je n'arrive pas à joindre Bouvresse, essaye-toi de joindre Bouvresse, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Merci. Non, ça te va? Oui. Carlo Ossola. Philippe Kourilski a déjà dit l'essentiel. J'ai imprimé juste une partie des centaines de pages de projets que Jacques régulièrement esquissait en voyant comment évoluer la situation des débats, des adhésions, des téléphones, des messages qu'il envoyait. J'avoue qu'il a été content comme vraiment un jeune débutant quand il a reçu le feu vert de notre administrateur pour partir avec cette initiative Collège Covid qui prévoyait non seulement des rencontres, mais des enregistrements qui ont eu lieu à la Fondation Hugo et grâce en effet au soutien de la Fondation Hugo, avec l'idée qu'on aurait échangé cela, et Philippe Sansonetti a travaillé également dans ce sens, avec les académies européennes. Mais le commencement montre bien quel était le tempérament déjà évoqué de Jacques Glowinski. Il s'est mobilisé d'un jour à l'autre quand il a vu les camions pleins de morts qui sortaient vers le cimetière de Bergame. Il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il n'y aura aucune solution individuelle des pays européens, il faut qu'il y ait une solidarité européenne. Après cela, il y a eu l'Espagne et puis l'Angleterre. Les journaux avaient été pleins d'interviews de médecins qui disaient « mais nous n'avons même pas les masques ». Il y a eu beaucoup de morts parmi les médecins. Enfin, c'était une grande catastrophe qu'il ne faut pas oublier. Et il s'est mobilisé tout d'abord au nom de la solidarité européenne, ce qui est arrivé après. Mais parce que, je pense, il y a eu aussi cette conscience collective qui a aidé. Et la bataille pour Jacques n'était pas seulement de type sanitaire, était aussi politique, une bataille de solidarité. Dans ce que j'ai remarqué dans ces messages, c'était toujours son adage « maintenant, il s'agit de passer à l'action ». Ou alors les objectifs à long terme et puis les objectifs à moyen terme. Le dernier document qu'il avait rédigé, avant qu'en effet le Collège prenne 2 décisions, donc un projet européen et un projet Collège Covid, pour lui c'était le même, c'était les détresses de l'après-Covid, ébauche d'un projet détaillé. Il pensait, nous sommes en plein contexte, que le Covid, ou la Covid comme vous le voulez, n'était pas seulement une maladie, était malheureusement une espèce de, je dirais, de miroir des différences sociales que la crise épidémique aurait creusé ultérieurement, ce qui est en train d'arriver. Et il avait préparé des documents qu'il serait bon du reste de réunir, avec même des paragraphes qui concernaient, donc les 5 thèmes étaient la question de la marginalité de plus en plus évidente de non-diplômés. On peut faire le télétravail si on a du travail et si on a des ordinateurs à la maison, mais c'est plein de gens qui n'ont pas ces possibilités. Et ce qu'il appelait, comme on le dit désormais, les invisibles. Le deuxième thème, les souffrances de personnes en situation d'handicap et de faiblesse. Là, c'était l'un des grands thèmes
que Philippe Kovalevski avait souligné, et puis encore l'éducation des laissés pour compte, les migrants et les personnes âgées. Bien sûr, en évoquant à chaque moment le défi énorme que ces thèmes posaient et donc le besoin d'une solidarité totale entre les différents membres du collège, l'administration, les professeurs honoraires. Il avait vraiment cette conscience d'une famille qui a besoin de se réunir de plus en plus quand justement, comme tu l'as dit, il voyait les portes du collège se fermer, quelle sera notre mission pour l'avenir. Ça l'inquiétait énormément. Je vais terminer avec un souhait. J'espère qu'on puisse réunir ces textes parce que, me semble-t-il, du fait simplement qu'on était tous confinés et que donc on devait se réunir ou par Zoom ou par mail, ce sont une espèce de journal de la crise, c'est-à-dire de la mi-mars, les premiers documents sont de la mi-mars, jusqu'au jour où il a été hospitalisé, donc fin octobre de l'année dernière. On peut voir, là je n'ai porté que quelques exemples, on peut voir l'évolution de la conscience collective autour de ce problème qui l'a emporté, qui nous a affectés et qui continue. Je pense que Jacques avait un terme qui dit bien toute sa distance par rapport, il était optimiste, donc il disait avec une espèce de mépris et distance, ce salaud de Covid. C'était sa formule, mais simplement parce qu'il ne voulait pas se laisser prendre par les événements, les mettre à distance et préparer un futur. Donc, mon souhait, c'est si on peut, avec des interventions, par exemple les enregistrements de la Fondation Hugo, etc., faire un petit dossier qui sera demain, je dirais, un élément qui pourrait être utile pour suivre semaine après semaine comment les choses ont évolué dans la conscience européenne. C'est la première fois, du reste, qu'un élément sanitaire est pris en charge par la communauté tout entière avec un vaccin distribué gratuitement. Je dirais que après l'entrée en vigueur de l'euro, c'est la seule décision vraiment collective qui a été faite par la communauté européenne. Et donc, un jour ou l'autre, ces événements deviendront des éléments d'histoire et peut-être notre petite histoire et le grand témoignage de Jacques va y contribuer. J'entends que nous avons une vidéo de Philippe Sansonetti. Bonjour et merci de m'avoir invité à participer à cette journée commémorative en l'honneur de Jacques Glowinski. Je ne suis certainement pas le mieux placé pour en parler, d'autres l'auront fait beaucoup mieux que moi, mais néanmoins c'est avec beaucoup d'émotion que je vais dire quelques mots à son sujet et peut-être couvrir quelques années à l'occasion desquelles j'ai pu le croiser. En fait, mon expérience de Jacques a commencé très très tôt dans ma carrière scientifique. Nous sommes croisés plusieurs fois dans des réunions plus ou moins officielles, dans des instances de recherche. Et j'avais toujours été frappé d'abord et avant tout par sa gentillesse, sa bonhomie, son sourire permanent et puis surtout son intérêt marqué pour les autres, sans affectation. Il s'intéressait véritablement à ce que faisaient ses collègues et lorsque nous avions l'occasion d'en discuter, peut-être avec certaines facilités du fait de notre passé médical, du fait de notre passé, ou en tout cas pour moi c'était encore le cas, pasteurien, son intérêt pour mes sujets qui n'avaient absolument rien à voir et étaient aux antipodes des siens, la microbiologie par rapport aux neurosciences qui moi me semblait la science ultime, mais toujours cet intérêt, toujours ces questions pertinentes et
et on avait envie de lui parler, on avait envie de lui répondre. C'est donc l'image que j'avais de Jacques, d'un collègue véritablement extraordinaire. Mais lorsque je suis arrivé au Collège de France en 2008, j'ai réalisé autre chose. Je le savais un peu, mais ça m'a véritablement marqué, cet respect énorme de l'ensemble de ses collègues. J'ai jamais peut-être vu une telle cohérence dans la vision positive d'une personne. Et alors qu'il était déjà parti, il n'était plus administrateur lorsque je suis arrivé, j'avais la sensation au cours des réunions, au cours des assemblées, d'un peu l'ambre de la statue du commandeur qui continuait à planer sur le Collège de France. Et j'ai là véritablement réalisé ce qu'il avait fait pour le collège. Cette personne, au fond, était non seulement un très grand scientifique, mais aussi un entrepreneur de la science. Il avait manifestement réussi à remettre le Collège de France sur des rails de façon exceptionnelle, de le moderniser, d'augmenter ses capacités de recherche, tout en n'oubliant pas ses fonctions d'enseignement. Donc, au fond, je n'avais vu que jusqu'à présent la portion émergée de l'iceberg, si l'on peut dire, et surtout si cette métaphore s'applique à un homme aussi chaleureux et aussi jovial, et le temps n'a jamais changé cette attitude. Donc ça, c'était ma deuxième étape. Et puis la troisième étape a été, par chance, et par malchance sans doute pour lui finalement, d'avoir véritablement travaillé quelques semaines, 2 ou 3 mois avec lui à l'occasion de l'arrivée de la pandémie de Covid. Et je dois avouer que c'est vraiment Jacques et Philippe Kourylski qui se sont très tôt associés pour mettre en place une réflexion sur non seulement le Covid dans ses aspects médicaux, ça je m'en étais déjà chargé, et d'autres bien entendu, mais au niveau du collège, je m'étais positionné pour essayer de sensibiliser tous mes collègues sur ce sujet gravissime. Mais très vite, tous les deux avaient réussi à regarder déjà au-delà du Covid. Le monde d'après, c'était déjà sur leurs lèvres. Et la réflexion était partie de façon extrêmement active, en particulier sur l'échelle européenne qu'il fallait donner très très rapidement à toute initiative sur le Covid, qu'on ne pouvait pas faire les choses simplement dans notre coin. Et c'était véritablement une espèce de vague qui avait été comme ça impulsée, et je me suis retrouvé au fond à essayer de mettre un petit peu de cohérence et d'organisation dans cette volonté absolue de faire quelque chose. Et tous les deux l'ont d'ailleurs accepté avec énormément de gentillesse. Je pense qu'ils étaient contents aussi que quelqu'un fasse cette partie du travail, et s'y sont donnés véritablement à fond. Et je dois avouer que travailler avec Jacques en particulier a été une découverte extraordinaire, car finalement, au-delà de ce qu'il avait fait et que j'avais appris un peu rétrospectivement, je voyais comment une personnalité comme lui abordait les problèmes avec toujours une ambition extrême qui, moi, me paraissait parfois aux limites du réalisme, mais je voyais au fond comment il avait fonctionné dans son entreprise du Collège de France, et je le voyais à l'œuvre là sur le Covid, nous poussant à interagir avec nos collègues européens, avec les anciens professeurs du collège, une vraie volonté intégrative, une vraie volonté holistique, multidisciplinaire, d'essayer d'intégrer l'ensemble des choses. Et ça m'avait beaucoup marqué, et au fond, je comprenais mieux à ce stade ce qu'avait été véritablement le personnage. Alors, l'aspect, au fond, le plus dramatique de cette affaire, c'est que Jacques est décédé du Covid, alors qu'il s'était absolument lancé à fond
dans cette initiative et en était bien entendu en partie l'initiateur et le moteur. Il a fallu qu'il soit rattrapé par ce drame épouvantable et je dois avouer que là, j'ai ressenti quelque chose vis-à-vis de lui que je n'ai pas toujours ressenti dans ces conditions. Jacques avait l'art de finalement convaincre, l'art de charmer. Il était ce que nos collègues anglo-saxons appellent un doer. Il a fait les choses, il les a menées jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours le cas. Et moi, je dois avouer que je garde de lui l'image d'une personnalité scientifique absolument unique et bien que l'ayant beaucoup moins connu que beaucoup d'entre vous, sa personne laisse véritablement une trace et un exemple pour ce qui me concerne. Voilà ce que je voulais vous dire en des mots très simples et avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie. La parole est maintenant à Marc Fontcave. Merci Yann. Avant de commencer, parce que je souhaiterais aussi parler de ce collège Covid que j'ai partagé avec Philippe et avec les deux Philippe, et Carlo et Jacques. Je voudrais d'abord dire que je réalise à l'instant, en étant presque le dernier à parler, je pense que Anne va conclure, mais que vous avez à l'instant le témoignage d'un, alors c'est dû à mon très jeune âge, mais d'un professeur encore en activité. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, ma recherche, l'essentiel, une grosse partie de ma vie professionnelle est ici, dans les locaux que Jacques a fait construire. Et vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est aujourd'hui dans un pays qui se pose quand même des questions sur quelle doit être sa recherche, quel doit être son niveau de recherche, quel doit être son budget de recherche, quel effort doit-il mettre dans les salaires des chercheurs, dans l'attractivité des chercheurs, des professeurs. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est pour moi-même, bien sûr, mais pour mes étudiants, mes postdoctorants, doctorants, mes collaborateurs, de travailler dans les conditions que, essentiellement, Jacques a pu créer. Et évidemment, je lui en suis infiniment redevable. Il s'avère que quand j'ai été nommé au Collège de France, en 2009, Jacques était déjà honoraire. Mais en dépit de cela, nous avons été très très rapidement très proches pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment ces fameux locaux. Serge en a parlé, puisqu'à l'époque il était en activité et que nous avons partagé ensemble ce contact avec Jacques, qui avait un souci qu'on soit absolument ravis de nos locaux et qu'il fallait en effet que nous n'ayons pas à revenir après notre installation sur le fait qu'il y a une prise qui était mal placée, et c'est exactement ce qu'a dit Serge. Et donc j'ai passé énormément de temps avec Jacques. Et il s'avère que, pour le coup, moi j'étais comme lui sur place en permanence, puisque en absence de ces locaux, un certain nombre de professeurs, dont lui-même, m'avaient laissé quelques espaces. C'était le cas aussi d'Alain Prochiance, de Pierre Corvol, donc j'étais un peu partout et en particulier très proche de Jacques. Donc cela a créé un lien très fort. Et alors, dans mes souvenirs, premièrement, je ne l'ai jamais appelé Glo, je l'ai toujours appelé Jacques. Et deuxièmement, il ne m'a jamais dit « tu m'énerves ». Non, je ne crois pas qu'il ait vieilli, mais peut-être que je ne l'énervais pas, en effet. Ou peut-être que c'était parce que le respect que je lui devais
pour une certaine différence d'âge, mais je ne crois pas parce que nos relations étaient vraiment très, très franches. Mais nous étions d'accord sur un certain nombre de choses. Et notre lien faisait aussi, alors je le dis aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit aux administrateurs que j'ai pratiqués pendant ces années-là, mais de temps en temps, ils venaient me voir, comme j'étais actif, ils venaient me voir pour me dire ce qui n'allait pas, et me disaient si tu peux, à la position que tu occupes, signaler le problème, ça serait très bien. Alors, ils savaient, et ça c'était une des choses que nous partagions, cette passion pour l'engagement. Il savait, et c'était son cas, on l'a dit tout aujourd'hui, mais il savait que moi aussi j'étais capable de sortir des tranchées pour avancer, pour m'engager, voilà, et pour résoudre des problèmes. Et donc, en effet, il m'est arrivé de signaler, lorsque je l'ai été quelques années, secrétaire de l'Assemblée des professeurs, de faire passer, sans dire que ça venait de Jacques, hein, bien sûr, de faire passer quelques messages à Serge ou à Alain. Voilà. Alors, pour terminer, donc pour revenir à Collège Covid, parce que j'ai un petit regret sur Collège Covid. En effet, c'est ce qui s'est passé, tout le monde l'a dit. Jacques a pris tout de suite le téléphone, a appelé un peu tout le monde, et moi j'ai fait... Alors, vous avez bien compris que le lien entre Jacques, Philippe Kurilski et Carlo est très fort, donc de toute façon, c'est le premier cercle. Rien ne sort de ça avant qu'il y ait une analyse très forte des mousquetaires. Et ensuite, ça se déclenche et Jacques prend son téléphone et je crois être un des premiers avec Philippe Sansonetti, où Jacques, à nouveau, parce que j'étais actif, parce que j'étais en effet dans un certain nombre de positions au sein du Collège de France, en contact avec un peu tout le monde au jour le jour, parce que j'étais président de la fondation du Collège de France, et par cette conviction qu'il avait que j'étais en effet capable de m'engager, d'aller loin. Donc il m'a parlé de son projet de Collège Covid. Et je dois dire que mon regret, c'est finalement de ne pas avoir dit à ce moment-là tout de suite, je fonce, je vous suis. Bon, j'ai signé quand même la tribune, mais je ne l'ai pas fait parce que, bon, d'abord parce que j'avais un certain nombre de charges, que je ne voyais pas aussi bien que lui. Ça me paraissait compliqué dans cette situation de confinement où nous étions éloignés les uns des autres, mais c'était ça l'ambition de Jacques, c'était véritablement de répondre à cette situation très particulière, alors que moi je ne voyais pas comment on pouvait faire ça. Bon, par ailleurs, il était question de Covid et de virus, donc puisqu'on avait aussi discuté de ça avec Philippe Sansonetti, il me paraissait à moi plus pertinent, plus légitime de demander à Philippe d'être l'animateur. Alors je dis, je regrette, je ne me suis pas engagé, parce que j'aurais aimé, au moment où Jacques me dit il faut y aller, lui dire ok, je sors de la tranchée. Je ne l'ai pas fait, donc je le regrette, mais effectivement, j'ai quand même été dans le groupe Collège Covid dès que Philippe a donné son accord. Voilà. L'autre question, l'autre difficulté que j'avais, et je vous dis tout ça parce que ce sont de longues discussions que nous avons eues au téléphone, c'était sur le fait qu'il voulait... Déjà, c'était assez compliqué avec des professeurs dispersés. Il voulait en plus y mettre l'Europe. Donc vous imaginez le combat. Donc, nous avions eu déjà des discussions sur l'Europe, sujet sur lequel nous n'avions pas tout à fait les mêmes visions. Mais là, la tâche me paraissait insurmontable. Donc j'étais prêt à aider, mais pas à prendre les rênes de l'opération. Mais nous avons beaucoup discuté de toutes ces questions. Voilà, donc je voulais dire que
Cette chose-là, collège Covid, a été vraiment menée sous l'impulsion de Jacques, Philippe et Carlo, et puis Philippe Sansonetti. Ça a eu une densité significative pendant un certain temps. Voilà, on passe à autre chose, mais c'est à nouveau une illustration de ce formidable engagement permanent pour le Collège de France, pour la connaissance, pour la société que Jacques a exprimé à la fin de sa vie à cette occasion-là. Voilà, merci. Merci Marc. Pierre Cornwall voudra peut-être dire quelques mots de conclusion. Ma conclusion à moi, c'est « Restons ensemble ». Pierre ? Bravo. Oui, merci. C'est pas simple de résumer. Il n'y aura pas de résumé. C'est pas simple de conclure. Il n'y aura pas de conclusion. Néanmoins, je pense qu'on est venu ici, finalement, sans avoir peut-être perçu autant la sensation d'être débiteur de l'action de Jacques. Nous sommes des débiteurs. Parce que nous nous sommes installés dans un amphithéâtre, ça va de soi. C'est un amphithéâtre qui a été conçu par Jacques, au passage complètement payé par le Collège de France, donc on n'a pas pioché ici ou ailleurs. Et donc matériellement, déjà, nous sommes débiteurs. Nous sommes débiteurs un peu plus, puisque finalement, être ici, c'est nous permettre de rayonner à l'extérieur, de rayonner par notre enseignement, de faire de la recherche dans des conditions qui sont quand même excellentes, bien sûr. Nous sommes aussi donc débiteurs de ce Collège de France qui nous porte en quelque sorte et qui a été porté par la vision de Jacques. Et c'est ça ce que je voudrais finalement retenir pour moi, en tout cas, de cet après-midi, c'est cette vision partagée. La vision qu'il avait eue, et ce que vient de dire Marc Fontcave illustre parfaitement certaines des réticences que j'ai pu avoir, comme d'autres, à un moment devant les projets de Jacques, en disant c'est utopique, mais voilà, forçons l'utopie. Finalement, l'utopie devient réalité, l'utopie devient matérielle, on devient pragmatique avec Jacques, on est emporté par ce courant, et puis se posent brutalement d'autres questions plus difficiles, comme celle du Covid qu'on vient d'évoquer. Et là, de nouveau, les mêmes tentations, les mêmes réflexes de repliement sur soi. Et je suis d'accord, restons ensemble, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, il va trop loin, c'est irréaliste, on ne voit pas ce qu'on va pouvoir apporter, d'ailleurs, même si on veut s'y donner un corps perdu. Je crois que c'est ça, Jacques nous apprend qu'il y a des gens qui sont visionnaires. Il faut l'accepter parce qu'on n'a pas tous ces visions. Lui, je ne sais pas comment il rêvait, finalement, la nuit, mais ce serait intéressant. Est-ce qu'il rêvait d'un collège autant collégial qu'il a réussi à le faire? Rêvons aussi. Je crois qu'il faut ne pas se limiter à l'aspect, je dirais, purement matériel du collège. Allons au-delà. Je dirais que ce serait ça la conclusion de Jacques. Allons au-delà et faisons en sorte que ces rêves deviennent quelque chose de concret. On ne le fera pas tout seul. Ça aussi, c'est un des points importants. On le fera collectivement, collégialement ou pas. Voilà. Alors, comme toutes les réunions de famille, on terminera avec un pot. Et le pot est important. Ça pourra permettre de dire à la famille de Jacques qu'on est heureux de vous avoir, qu'on est heureux d'avoir pu, ensemble, collectivement, vous donner ce témoignage. On pourra dire à ces anciens du laboratoire qu'on est heureux de leur témoignage et chacun a pu faire aussi la comparaison avec nos propres laboratoires. C'est aussi important, cela. Et puis, à tous les autres, disons qu'on a passé, je crois, une après-midi riche grâce à Jacques. Alors, c'est là-haut, dans la cafétéria,